Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous retrouver pour ce 19h. Voici les principaux titres de ce mercredi 17 septembre. À 19h30 dans l'édition nationale, au lendemain d'un vote qui lui a donné une majorité réduite, Manuel Valls a tenté d'envoyer ce matin un signal aux classes modestes en envisageant de supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, mais sans pour autant convaincre à gauche, y compris dans les rangs du PS. Dans l'actualité en Limousin, l'annonce du nouveau calendrier des élections en 2015 bouleverse la vie politique locale. Vous entendrez en Corrèze, élus de gauche et de droite, ils ne sont pas d'accord avec les changements prévus. Les jurés tentent d'y voir plus clair dans le procès de Pauline Delorme devant les assises de Haute-Vienne. Que s'est-il exactement passé au domicile d'une septuagénaire en 2010 à Limoges ? Le vol par ruse s'était soldé par la mort de la vieille dame. La belle-sœur de l'accusé présente sur place le jour du drame a été entendue, un témoignage capital. Enfin, c'est le rendez-vous de l'année pour l'équitation, la grande semaine de Pompadour. Sur les terrains des haras nationaux, des centaines de cavaliers vont s'affronter dans les épreuves de dressage, de saut ou de crosse. Les élections départementales, pour ne plus dire cantonales, se dérouleront donc en mars prochain. On ne connaît pas encore les dates précises. Le Premier ministre l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale. Mais ces élections auront deux particularités. D'abord, les candidats devront se présenter par binôme, avec parité et avec suppléant. Ensuite, les cantons seront regroupés dans de plus grands territoires. Ce bouleversement n'est franchement pas du goût des conseillers généraux de gauche comme de droite, et en Corrèze plus particulièrement, comme nous l'expliquent Philippe Mallet et Henri Simonet. À Saint-Saulve, ce petit village corrézien niché dans le pays de l'Issandonné, le maire Jean-Claude Yardin a du mal à s'y retrouver. Ce Hollandais pur et dur est d'ailleurs bien content de laisser sa place au Conseil général de la Corrèze, ce qui lui permet au passage de dire tout le mal qu'il pense de la réforme électorale que l'État impose au département. On met deux cantons en un seul, mais on a encore deux conseillers départementaux. Alors, moi, c'est ce que j'ai compris, mais que je ne comprends pas trop. Parce que si on n'avait fait qu'un seul canton, il fallait avoir un seul élu départemental. Vous voyez ce que je veux dire ? Des super-cantons, des binômes avec parité, afin de siéger dans des collectivités en sursis. Le programme n'est pas enthousiasmant et forcément les conseillers généraux ne sont pas très chauds pour mener une campagne électorale. Au point même que l'opposition de droite, qui pourtant a tout à gagner dans le climat politique actuel, se montre très prudente. Il y a quelques mois, on nous a annoncé les élections en mars 2014, après décembre 2015, maintenant c'est mars 2015. Donc je pense qu'il est vraiment urgent d'attendre et de connaître vraiment la date définitive qui sera validée. Mais est-ce que vous êtes en capacité d'expliquer comment ça marche, comment ça va marcher ces élections ? Aucune idée. On ne sait pas sur quelle base elles vont être faites. Est-ce que c'est sur la base des anciens cantons ? Est-ce que c'est les nouveaux cantons ? Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je l'ignore totalement. Alors, à défaut d'utiliser l'arme politique, les élus de la droite corrézienne jouent la carte judiciaire. En saisissant le Conseil d'État, ils entendent dénoncer le regroupement des cantons, une absurdité démocratique selon eux, un point de vue que partagent bon nombre d'élus de gauche, à Saint-Saulve comme ailleurs. Et notre question du jour est en lien avec ce sujet. Département, région, êtes-vous satisfait par l'annonce du nouveau calendrier électoral ? Vos réponses sur notre site limousin.france3.fr. En bref, Laurent Quérel, 64 ans, est le nouveau préfet de la Haute-Vienne et donc de la région. Il succède à Michel Jou en poste depuis avril 2013. Laurent Quérel est diplômé de l'ENA. Il a déjà été préfet du Jura, de l'île de la Réunion, du Morbihan et dernièrement du département du Var. En justice, deuxième journée du procès de Pauline Delorme devant les assises de Haute-Vienne. La Cour tente de clarifier les faits dans cette affaire de violence au domicile d'une septuagénaire en 2010 à Limoges. Un vol par ruse qui s'était soldé par la mort de la vieille dame. Les jurés ont notamment entendu aujourd'hui la déposition de la jeune belle-sœur de l'accusé, présente sur place le jour du drame. Compte rendu d'audience, Isabelle Rio et José Souza. Deux témoignages ont marqué ce deuxième jour d'audience. Celui très émouvant de la fille de la victime, qui a rapporté à la cour ce que sa mère lui a confié de l'agression avant de sombrer dans le coma. Et ce matin, la déposition de la jeune belle-sœur de l'accusé, présente avec elle le 13 octobre 2010 chez la septuagénaire. Celle-ci reconnaît le vol mais affirme à la cour que Marie-Jeanne Magléod n'est pas tombée en leur présence, ce que conteste la partie civile. On a tout de même les déclarations certaines de la victime, de Madame Magléod, qui a déclaré comment s'étaient déroulés les faits. L'explication est toute simple et très facile à comprendre.
Pauline, ce jour-là, a retenu sa belle-sœur pour la tirer vers elle et pour la dégager de cette emprise. Ça a fait élastique, c'est-à-dire que les deux jeunes ont eu plus de force qu'elle, l'ont obligée à lâcher, ce qui a provoqué sa chute en arrière, tout simplement. Puis le président de la cour d'assises aborde longuement le parcours de Pauline Delorme, 8e d'une famille de 15 enfants toujours sur les routes entre deux aires d'accueil des gens du voyage. Aujourd'hui mère de 3 jeunes enfants, elle attend son 4e. Elle est décrite comme maternelle et respectueuse. Pauline est bouleversée. Jamais elle a souhaité de mal à personne et surtout pas à cette dame. Elle est depuis 3 ans et demi qu'elle a appris la mort de cette dame. Elle a accumulé les insomnies, l'expert psychiatre parle de dépression. Elle est très très attachée, elle aussi, à sa famille, à ses enfants. Ce matin, quand elle voyait la fille de la victime, elle s'est mise à pleurer et elle pleurait par compassion, elle pleurait pour elle, elle se mettait à la place de la victime. La famille de l'accusé est au complet à ses côtés. Elle est libre depuis sa mise en examen en 2011. Soumise à un contrôle judiciaire, elle n'a donc pas connu la prison d'une détention provisoire. Pauline Delorme redoute une condamnation qui l'y conduirait. Plusieurs centaines de notaires de toute la France ont manifesté à Paris cet après-midi pour dénoncer un projet de réforme des professions réglementées qui pourrait faire disparaître, selon eux, leur profession. Dans le même temps, vous le voyez sur ces images, à Tulle, environ 200 salariés des études du Limousin et quelques notaires se sont rassemblés devant la préfecture. Ces salariés craignent eux aussi pour leurs emplois si les notaires devaient réduire leurs effectifs en cas de réforme. Je vous propose d'entendre l'une des manifestantes. On n'est pas là pour défendre une corporation, on est là, si vous voulez, pour indiquer, comme je dirais, nos collègues huissiers, pharmaciens et autres, que nous assurons un certain maillage et qu'aujourd'hui la notion de service public est quand même une notion très importante qu'il faut conserver. C'est une règle de la République. On ne peut pas non plus porter atteinte à cette force qui est la nôtre. Et voilà, on se bat pour justement qu'on nous entende. Les communes forestières sont vent debout contre l'augmentation d'une taxe. Elle devrait passer de 2 € l'hectare de bois produit à 14 €. Les élus de ces municipalités étaient réunis à Ambazac aujourd'hui. Ils nous ont confié leur colère et leur crainte de voir leur trésorerie fondre. Reportage Nassou Djelani et Margot Blanc-L'Œil. Ces élus aiment leur forêt parce que le bois qui pousse ici rapporte de l'argent à la commune. Pour entretenir ces hectares de bois, ces maires font appel à l'Office national des forêts, un organisme d'État à qui ils payent un service qu'ils vont devoir payer 14 € au lieu de 2 aujourd'hui. On a 94 hectares sur la commune et donc ça impliquerait une augmentation, on passerait à un peu moins de 1 500 € de taxes, je pense, voilà. C'est sûr que de 2 à 14, c'est multiplié par 7 si l'information se vérifie. Voilà, donc ça fait réfléchir. En augmentant la taxe forestière, l'État souhaite réduire de 50 millions € la somme qu'il donne à l'ONF. Un manque à gagner qu'il veut faire payer aux communes déjà asphyxiées par la baisse des dotations d'État. J'ai entendu des chiffres qui vont de 2 à 14 €, ce qui me paraît assez important compte tenu de l'inflation qui existe actuellement en France. Nous, ça va nous pénaliser forcément notre budget, quoi. Si le ministère de l'économie confirme ces hausses, les professionnels craignent pour l'avenir de la filière bois et à terme de l'Office national des forêts. Quid aussi de l'avenir de l'ONF, alors que c'est un partenaire privilégié aujourd'hui. Et la deuxième inquiétude, c'est que les communes décident de ne plus mettre de bois sur le marché, comme il y a un pourcentage qui est lié aux ventes de bois. Et du coup, de gros impacts sur la filière, l'ensemble de la filière, que ce soit les exploitants, mais les entreprises aussi locales. Et du coup, ça, c'est une vraie inquiétude, à la fois sur les communes, le budget communal, mais aussi sur l'ensemble de la filière forêt-bois en Limousin et en France. L'association des communes forestières sera reçue ce jeudi au ministère de l'Agriculture. Elle espère que le ministre suspende sa mesure. Cette belle histoire d'une reprise de société, celle de la filature Fonty en Creuse. En 2006, la société familiale était placée en liquidation judiciaire. Un investisseur privé relance l'activité. 8 ans après, la petite filature reste l'une des rares en France à fabriquer de la laine et du fil pour les professionnels. Reportage Noël Vaille et Emmanuel Fillon. Originaires du Portugal, ces mérinos noirs sont aujourd'hui bien acclimatés en Creuse. Ils sont arrivés en Limousin il y a 3 ans grâce à cet homme. Jean-Denis Aznard n'est pas éleveur, mais patron d'une filature, l'une des dernières en France. Et s'il s'intéresse aux mérinos, c'est pour leur laine. On voulait faire des laines écolo
Pour que ça soit écologiquement parfait, il ne faut pas de teinture. Voilà. Et ensuite, pas de transport. Donc, conclusion, avoir des mérinos noirs autour de la filature. Voilà, c'est simple. À quelques kilomètres de là, c'est dans cette filature que la laine des mérinos s'est transformée. Sur ces anciennes machines, les salariés travaillent la laine de mouton, de lapin, de chameau ou de yak. Du filage à la mise en écheveau en passant par la teinture, tout est fait dans la tradition. Le client nous a envoyé un pompon. Il faut qu'on imite la couleur. Voilà. Après, soit on lui renvoie l'échantillon, il accepte, ou soit il nous fait confiance directement. Créée en 1880, la filature a failli disparaître en 2006. Reprise par Jean-Denis Aznar, elle a survécu malgré la crise et la concurrence grâce à son savoir-faire et emploie aujourd'hui 17 personnes. Depuis la reprise, ça se passe bien, oui, on a du travail, c'est ce qui est le principal. Apparemment, des petites embauches de temps en temps, donc c'est super. On peut concilier la vie professionnelle, vie familiale. Et c'est vrai que par ici, c'est assez dur de ne pas travailler en 3-8 ou en horaire posté, enfin les week-ends et tout. Donc c'est vrai que oui, pour moi personnellement, c'est que du bonheur, quoi. La filature vend sa laine de moyenne et haut de gamme à des professionnels, magasins, merceries ou sites internet. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires est de 1 300 000 €. Pour en arriver là, l'entreprise a dû se démarquer de ses concurrents. On s'est positionné sur un segment plutôt écolo, fibres naturelles, traçabilité des produits. Puis on a essayé aussi de développer une politique de commerce équitable en travaillant directement avec des coopératives en Mongolie, au Pérou, etc. Grâce à l'arrivée des mérinos noirs en Limousin, l'entreprise espère développer des partenariats avec les agriculteurs. Et la filature creusoise ne compte pas s'arrêter là. Dans l'avenir, elle souhaite aussi étendre son marché à des petits tricoteurs et fileurs afin de redynamiser la filière laine. C'est le rendez-vous de l'année pour l'équitation en Corrèze, la grande semaine de Pompadour. Sur les terrains des haras nationaux, des centaines de cavaliers vont s'affronter dans les épreuves de dressage, de saut, encore de cross. Plus de 10 000 spectateurs sont attendus jusqu'à dimanche. Reportage de Denis Thibaudot et Christian Cholot. Ce sont peut-être de futurs champions olympiques, même si l'histoire ne se répète pas toujours. C'est en effet à Pompadour que sont souvent décelés ceux qui vont truster les titres internationaux. Les épreuves d'aujourd'hui, ouvertes aux jeunes chevaux de 4 ans, devraient être dans la lignée des précédentes éditions. On a le gratin des cavaliers français de concours complet qui sont là et on est très content du circuit mis en place par la SHF puisque, une petite anecdote, 4 des 6 chevaux qui composaient l'équipe de France aux Jeux Équestres mondiaux sont passés dans leurs jeunes années par la grande semaine de Pompadour. Confirmation sur le cross de cet après-midi, 3 chevaux ont atteint les 17 points décernés par le jury, soit des notes très élevées, car il n'y a pas que la vitesse qui est prise en compte. Vous avez une note de style et de manière qui consiste pour le jury à l'observer et à noter le couple sur 5 ou 6 obstacles, à la fois dans l'équilibre, dans la classe de galop et dans le style de l'obstacle. Autre rituel imposé à ces jeunes chevaux, le fameux contrôle vétérinaire de fin de parcours, obligatoire pour cette tranche d'âge. Il faut que systématiquement on puisse avérer qu'ils ont bien passé la visite vétérinaire de récupération pour qu'ils rentrent dans leur classement, sinon ils sont éliminés. Normalement, il y a moins de blessés puisque c'est effectivement des jeunes chevaux. C'est un parcours qui est relativement facile. Par contre, c'est des chevaux inexpérimentés, donc il peut y avoir des erreurs. Après, normalement, physiquement, c'est ceux qui sont censés être le plus aptes puisque pas encore usés par l'exercice. Demain, ce sont les chevaux de 6 et 7 ans qui entrent en lice pour les épreuves de concours complet qualificatifs pour les mondiaux en octobre prochain. En bref, les rugbymen de Brie veulent inscrire le nom du club au livre des records en organisant un haka géant. La tentative aura lieu le 27 septembre au Stadium après le match contre Bordeaux. Tout le monde pourra participer. Le haka, c'est cette danse chantée, rituel des habitants du Pacifique Sud. Les supporters pourront descendre sur la pelouse. Le précédent record du monde avait été établi en 2008. Il avait réuni 3264 participants et c'était en Nouvelle-Zélande. Nous restons en Corrèze où la cathédrale de Tulle va enfin retrouver le tocsin de toutes ses cloches. 5 pièces pesant pour certaines plusieurs centaines de kilos avaient quitté la ville il y a 1 an pour être restaurées dans une entreprise spécialisée en Normandie. Les opérations périlleuses pour les réinstaller en haut du clocher ont débuté. Reportage Jean-Sébastien Tingot et Jean-Christophe Nicolas.
Notre-Dame de Tulle est de retour. Avec ses 1,12 m de diamètre et 834 kg, elle est la plus grande des 5 cloches revenues ce matin de restauration. Déposée il y a un an, ces grands-mères construites pour la plupart en 1920 avaient bien besoin d'un petit coup de neuf, car autant le dire, elles sonnaient faux. La conséquence des plus de 230 000 battements annuels qui finissent par user le meilleur des bronzes. Ils ont subi un programme de travaux qui était prévu par l'architecte en chef des monuments historiques, à savoir un accordage des 5 cloches ici présentes par rapport au bourdon qui est resté lui dans la tour, de façon à ce qu'elles aient une meilleure harmonie lors des sonneries. Je précise bien qu'on n'a absolument pas changé la note d'une cloche, ce qui n'est pas possible. On a simplement ajusté cette note de façon à ce qu'elles aient une meilleure sonnerie entre elles. Pour cela, il a fallu réaliser un véritable travail d'orfèvre en enlevant de la matière. Un bon polissage et nos cloches étaient de nouveau prêtes pour le service. Reste le plus dur, remonter ces dames de poids dans la chambre des cloches pour les réinstaller. Une opération très délicate et fastidieuse. Ce soir, elles seront toutes dans la chambre des cloches. Après, pour tout ce qui est fonctionnement, il faut laisser au moins une bonne semaine. Après, tout ce qui est remise en route, on va attendre que les travaux dans le clocher soient finis. Parce qu'il y a d'autres travaux à faire en dehors des cloches. Les tullistes devront donc encore prendre leur mal en patience avant de réentendre la douce mélodie de ces vénérables dames de bronze. Une mélodie qui désormais sonnera avec justesse. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Dans un instant, la météo, vos éditions locales. Celle de Limoges évoque le nouveau label pour une marque de prêt-à-porter pour hommes. L'édition de Pays de Corrèze s'intéresse, elle, au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 19h30, l'édition nationale. Demain, le midi pile avec Alexandra Fillot. Et je vous retrouverai à 19h. Excellente soirée. Retrouvez toute votre actualité régionale